L'infirmière n'a pas bégayé. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a juste tenu le dossier comme si c'était une liste de courses et a dit « Les marqueurs de paternité ne correspondent pas », c'était tout. 8 mots. 8 syllabes cliniques et termes qui ont lacéré 20 ans de mariage comme un scalpel déchire du papier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé quel marqueur. Je n'ai pas exigé qu'elle revérifie les analyses de sang. J'ai juste hoché la tête comme si j'avais attendu cela, comme si j'avais toujours su. Quelque part au plus profond de ma colonne vertébrale, que les chiffres ne correspondraient pas. Je l'ai remercié, je l'ai remercié. Puis je suis sorti de la clinique pédiatrique, les mains tremblantes et une étrange clarté naissant derrière mes yeux. Ce soir-là, j'ai donné le biberon au bébé pendant que Jenna était assise à l'autre bout de la pièce, faisant défiler son téléphone comme si rien n'avait changé, comme si notre univers tout entier ne venait pas d'être mis à nu. Le garçon, mon garçon, ou du moins celui que j'avais élevé pendant 19 mois, a attrapé mon pouce dans son sommeil. Je suis resté assis dans ce fauteuil pendant longtemps, assez longtemps pour que mes jambes s'engourdissent. Jenna a levé les yeux une fois. « Ça va ? Tu es silencieux. »« Juste fatigué, ai-je dit. » Ce fut le dernier mensonge que je lui ai jamais dit. Avant d'aller plus loin, je veux dire ceci. La plupart des gens ne s'y attendent jamais. Mais la vérité, c'est que plus de 97% d'entre vous qui lisez ou écoutez cette histoire n'êtes pas abonnés. Si vous voulez entendre d'autres histoires vraies comme celle-ci, des histoires qui ne crient pas mais qui coupent quand même, cliquez sur « S'abonner ». Ça motive l'équipe plus que vous ne l'imaginez. Bref, au lever du soleil, j'étais parti. Pas de confrontation dramatique. Pas de doigts accusateurs. Pas de « Comment as-tu pu » au milieu de la nuit. Ce n'est pas ma façon de faire. C'est ainsi que se comportent les gens qui veulent des réponses. Je ne cherchais pas de réponse. Je cherchais de l'air. J'ai laissé l'enfant endormi dans son berceau. Il a remué une fois quand j'ai effleuré sa joue avec le dos de mon doigt. C'est la partie qui m'a achevé. La partie dont on ne parle pas. Jenna dormait profondément. Pas de maquillage. Une jambe sortie de sous la couverture. Elle avait l'air paisible, ce qui ressemblait à sa propre forme d'insulte. Je suis resté à la porte une seconde juste pour la regarder. De la façon dont on regarde une maison avant sa démolition. J'ai tout laissé. Mon téléphone, mon ordinateur portable, mon alliance sur le comptoir de la cuisine à côté de sa stupide tasse à café préférée, celle qui disait le Bless this mess. Ce que j'ai pris était très spécifique. Mon passeport, mon acte de naissance, le disque de sauvegarde du tiroir du bas dans le bureau, celui que j'avais chiffré et oublié après avoir changé de travail. Une boîte du grenier et la paire de bottes que j'avais achetées des années auparavant pour des randonnées que nous n'avons jamais faites parce qu'elles n'aimaient pas la boue. Je n'ai pas conduit. J'ai marché 10 km jusqu'à la gare routière Greyhound ouverte 24 heures sur 24. J'ai payé en espèces et pris le premier bus en direction de l'ouest. Peu importait où il allait. J'avais juste besoin que ce soit loin. Le siège était déchiré. L'air sentait le diesel et le désodorisant bon marché. Et le type à côté de moi ronflait si fort que ses lèvres claquaient. Mais je ne m'étais jamais senti aussi éveillé. J'ai regardé la ville s'éloigner derrière la vitre sale. La ligne d'horizon que j'avais aidé à construire, un putain d'étage à la fois. Mon nom était sur la moitié de ses permis. Ça signifiait quelque chose avant. Jenna ne se rendrait même pas compte que j'étais parti avant 9 heures du matin. Elle se réveillerait, vérifierait le moniteur pour bébé, m'appellerait peut-être avec ce ton irrité, « Où es-tu passé ?» qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de moi pour sortir les poubelles ou nettoyer du lait en poudre renversé. Elle entrerait dans la cuisine, verrait l'alliance près de la tasse, rirait peut-être, penserait peut-être que je faisais une scène, mais les heures passeraient. Elle appellerait mon téléphone, qui tomberait directement sur la messagerie vocale. Elle enverrait un texto, « Tu es fâché ? Allô ?» Elle commencerait à s'inquiéter vers 14 heures. Peut-être qu'à 16 heures, elle essaierait ma mère. Mais ça non plus, ça n'irait pas bien, parce que voilà ce que Jenna n'a jamais compris à mon sujet. Je ne menace pas. Je ne bluffe pas. Et je ne reviens pas. J'avais joué le rôle de mari, de père, de soutien de famille pendant trop longtemps sans jamais savoir que je n'étais qu'un figurant bien habillé dans la production de quelqu'un d'autre. Et une fois que vous voyez les lumières de la scène, vous arrêtez de faire semblant. Je n'ai pas disparu pour lui faire du mal. J'ai disparu pour découvrir qui j'étais avant elle. Et pour être honnête,
quand j'ai disparu ce matin-là, quand mes bottes ont foulé le premier tronçon de béton loin de sa maison, je ne savais pas si je reviendrais un jour. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je n'allais pas la laisser me trouver. Pas avant que j'aie décidé qu'elle le pouvait. Cette boîte du grenier. Elle sentait la poussière, l'isolant et une autre vie. Je ne l'avais pas ouverte depuis les funérailles de mon père. Et même là, je l'avais juste jetée là-haut parce que Jenna disait que c'était du désordre. À l'intérieur se trouvaient mes papiers de démobilisation de la marine, un vieux briquet Zippo, une photo en noir et blanc de mes parents le jour de leur mariage, et un carnet à spirale avec une liste de numéros qui signifiaient quelque chose autrefois. Certains de ces numéros comptaient encore. Le disque de sauvegarde était le vrai trésor. Elle n'en a jamais connu l'existence parce qu'elle était toujours trop occupée à revendiquer chaque tiroir, chaque étagère, chaque centimètre d'espace dans la maison comme étant le sien. Mon bureau est devenu sa salle de sport, mon coin de garage, son surplus de jardinage. Mais ce tiroir-là, en bas à gauche, verrouillé, oublié, contenait un disque qui suivait chaque identifiant de connexion que j'avais utilisé au cours de la dernière décennie, chaque ancien compte d'épargne que j'avais ouvert avant que nous ne fusionnions nos finances. Et une copie du trust révocable que j'avais discrètement modifié 2 ans auparavant. J'ai quitté la maison à 4h37 du matin, non pas parce que j'avais besoin de partir tôt, mais parce que je savais qu'elle ne se réveillerait pas avant 7h15. Le rythme circadien de Jenna était aussi prévisible que ses publications Instagram. Lundi, café et vie de maman. Mercredi, vin et milieu de semaine, lol. Dimanche, brunch avec ses amis et le mensonge filtré de notre petite vie parfaite. Au moment où elle s'est levée, j'avais déjà passé le contrôle de sécurité de l'aéroport avec un billet aller simple que je n'utiliserais pas. Vous voyez, l'astuce n'était pas de prendre le vol. L'astuce était de donner l'impression que j'en avais l'intention. J'ai laissé la voiture dans le parking longue durée avec un téléphone cassé sur le siège passager et un reçu de compagnie aérienne sur le tableau de bord. Pour quiconque enquêterait, il semblerait que j'avais embarqué sur ce vol de 6h05 pour Seattle. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis sorti du terminal, j'ai fait le tour jusqu'au rez-de-chaussée et j'ai acheté un billet de bus en utilisant un alias que je m'étais entraîné à dire dans le miroir. Mark Danner, assez commun pour être oubliable. Le chauffeur n'a pas demandé de pièce d'identité, il a juste souri et m'a tendu un billet. Destination, quelque part dans le désert. Population, moins de 10 000 habitants. Parfait. Je me suis assis à l'arrière de ce bus avec la boîte sur mes genoux et mes pieds à plat sur le sol. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. J'ai juste regardé le soleil se lever sur l'horizon plat et je n'ai rien ressenti. Pas de rage. Pas de tristesse. Juste le lent dégel de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La clarté. J'ai traversé une ville qui semblait ne pas avoir mis à jour ses panneaux depuis 1987. Je l'ai noté dans mon esprit. Peut-être que je m'y arrêterai. Peut-être pas. La femme devant moi n'arrêtait pas de se retourner comme si elle me reconnaissait. Ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Elle essayait juste de comprendre pourquoi un homme avec une coupe militaire et un regard perdu dans le vide prenait un bus pour nulle part avec une boîte en carton et sans valise. J'aurais pu lui dire que je fuyais quelque chose. Mais la vérité était plus simple. Je ne fuyais pas. Je me dépouillais. À la 3e frontière d'État, j'avais supprimé toute trace numérique de moi-même. Le téléphone prépayé que j'ai activé avait été acheté en espèces et n'était pas enregistré. Je me suis connecté à un ancien compte de courtage lié à une boîte postale que je possédais encore techniquement et j'ai réacheminé des fonds. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas non plus désespéré. Le chagrin venait par vagues, vives, froides, puis repartait. Ce qui faisait mal, ce n'était pas la trahison. C'était la stupidité. La mienne. Je me souvenais avoir peint la chambre du bébé à la main, construit le berceau à partir de zéro, me tenant à la fenêtre de cet hôpital avec les larmes aux yeux, pensant, voilà pourquoi les hommes sont faits. Il s'est avéré que j'étais fait pour autre chose. Quelque chose de plus calme. Pas de mots, pas d'adieu, pas de lettre de vengeance soigneusement imprimée et placée là où elle la trouverait, à côté de sa trousse de maquillage. Je n'étais pas intéressé à lui donner une leçon. J'étais intéressé à disparaître si complètement que même l'idée de moi cesserait d'exister. Ses amis spéculeraient. Sa mère pleurerait. La voisine avec les pantalons de yoga trop serrés dirait quelque chose de suffisant comme « il a toujours semblé un peu intense ».
Et Jenna. Elle passerait de confuse à inquiète, à en colère, à désespérée. Je me fichais de tout ça parce que dans un box de stockage à 800 miles de là, sous un autre nom, j'avais déjà réservé un appartement en location, une pièce, bon marché, payé en espèces. Et un travail dans une quincaillerie qui ne posait pas trop de questions tant que vous vous présentiez à l'heure et que vous ne sentiez pas la mette. Ce premier soir, j'ai mangé un sandwich de station-service dans un silence total. Pas de moniteur pour bébé. Pas d'écho des commentaires passifs-agressifs de Jenna de l'autre côté de la maison. Pas de façade, juste moi. Ça ne ressemblait pas à la liberté. Pas encore. Ça ressemblait à du papier vierge, comme le moment avant que la première ligne ne soit tracée. J'ai éteint la lumière et je me suis allongé sur le matelas par terre, fixant le plafond. Je n'ai pas prié. Je n'ai rien planifié. J'ai juste laissé le silence s'étendre. Pour elle, je m'étais volatilisé. Mais je n'avais pas disparu. J'avais juste changé de gravité. Le premier instinct de Jenna fut le contrôle. Bien sûr. Elle a supposé que je bluffais. Un caprice d'homme en pleine crise de la quarantaine où je dormirais dans un hôtel quelques nuits, reviendrais penaud et m'excuserais d'avoir surréagi. C'est ce qu'elle a dit à ses amis au brunch. J'imagine que les mots ont roulé sur sa langue avec une indifférence étudiée. Il est juste dépassé. Tu sais comment il est. Il a besoin d'espace. Il reviendra. Elle a même laissé mon assiette à table pour le dîner les 2 premiers soirs. Comme si j'étais un chien qui s'était perdu et qui pourrait retrouver son chemin grâce à l'odeur du pain de viande. Mais au 4e jour, elle a cessé de faire semblant. Elle a commencé à passer des appels. Pas encore à la police. Cela aurait signifié admettre qu'elle avait perdu le contrôle. Non, elle a commencé par mon frère. C'était sa première erreur. As-tu eu de ses nouvelles, a-t-elle demandé, la voix tendue. Mon frère a toujours été un meilleur acteur que je ne le pensais. Je ne lui ai pas parlé depuis quelques mois, a-t-il dit. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était submergé de travail. Il est parti. Je crois qu'il m'a quitté. Pause. Puis un soupir. Ça ne lui ressemble pas, il a raccroché. Puis il m'a appelé d'une ligne prépayée que je lui avais laissée 6 mois auparavant. Tout ce qu'il a dit, c'est « elle commence ». J'ai répondu « laisse-la faire ». Ensuite, elle a appelé ma mère. C'était sa 2e erreur. Elle a essayé la voie de la sympathie. Il est parti. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. S'il vous plaît, si vous savez quelque chose. Ma mère n'a même pas scié. Ma chérie, a-t-elle dit, s'il ne voulait pas être trouvé, tu ne le trouveras pas, clic. Ça l'a secoué. Je le sais parce que le lendemain, elle a envoyé un email à un de mes collègues de l'Arizona. Le même gars qui m'avait couvert une fois pendant une tempête de neige quand notre fils avait la grippe. Elle l'a trouvé sur LinkedIn, de tous les endroits possibles. Salut, désolé de te contacter comme ça, a-t-elle écrit. Mais je n'ai pas de nouvelles de lui depuis plus d'1 semaine. Je sais que vous étiez proches. Une idée de l'endroit où il pourrait aller pour se calmer? Le gars n'a même pas répondu. Il me l'a juste transféré avec pour objet, elle est à la pêche aux infos. Ça va? J'ai répondu avec un pouce levé. C'est tout ce que j'avais besoin de dire. Vous voyez, ce que Jenna n'a jamais saisi, c'est que les gens se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Et elle ne faisait pas ressentir grand-chose aux gens, sauf d'être tolérée. Elle avait passé des années à brûler les ponts avec des allumettes mouillées, en supposant que son charme la porterait. Mais maintenant, la rivière était large et elle n'avait pas de radeau. Après la 2e semaine, les publications ont commencé. D'abord vagues, puis de plus en plus désespérées. Si quelqu'un a vu mon mari, s'il vous plaît, envoyez-moi un message privé. Nous voulons juste savoir qu'il est en sécurité. S'il vous plaît, partagez. Son père manque à notre fils. Notre fils. Son fils. Un enfant que j'avais nourri, tenu, protégé jusqu'à ce que ce test sanguin me rappelle que je n'étais qu'un remplaçant, un père fantôme. Elle a mis à jour sa photo de profil Facebook avec une photo souriante de nous 3 dans un champ de citrouilles de l'automne précédent. La légende était presque poétique dans son illusion. Rentre à la maison. Nous t'aimons. Ses commentaires étaient pleins de sympathie, d'émojis en forme de cœur, de prières. Mais j'ai remarqué qu'aucun ne venait de gens qui me connaissaient vraiment,
juste des connaissances, des voisins, des mères de l'association de parents d'élèves, ceux qui pensaient que Jenna était une épouse dévouée et que j'étais le mari chanceux. Elle ne savait pas que le silence n'était pas seulement le mien. Il était soigneusement orchestré. La poignée de personnes qui auraient pu avoir une lueur d'idée de l'endroit où j'irais avait été briefée depuis longtemps. Je ne leur avais donné aucun détail, juste assez pour reconnaître le signal. Si jamais je disparais, avais-je dit à mon frère, ne cherche pas, ne pose pas de questions, sache juste que je respire et que je vais mieux. Il avait hoché la tête une fois. Pareil pour toi, maman, avais-je dit à ma mère. Ses yeux s'étaient remplis de larmes, mais elle m'avait serré la main et dit, alors va, sois libre. J'avais planté ces graines un an avant de partir. Non pas parce que je m'attendais au test, mais parce que j'avais remarqué les fractures, les nuits tardives, les refus étranges, l'attitude défensive enveloppée de condescendance. Tu es juste parano. C'est tout ton stress au travail. C'est ce qu'elle m'avait dit le soir où j'avais posé des questions sur le kilométrage supplémentaire de la voiture. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle avait ri quand j'avais trouvé un sweat à capuche pour homme dans le coffre. Tu as trop de temps libre. Elle avait souri avec mépris quand j'avais souligné la conférence de nuit qu'elle n'avait jamais mentionnée sur son calendrier. Mais je n'ai jamais argumenté. J'ai juste tout noté. À la 3e semaine de mon absence, Jenna est finalement allée à la police. Elle le devait. Les gens chuchotaient. Ses parents appelaient. Le rapport était formel. Mari disparu. Aucun signe d'acte criminel. Vu pour la dernière fois en quittant le cabinet du pédiatre. Les notes du flic étaient directes. Aucun ennemi connu. Finances en ordre. Possible disparition volontaire. Elle a dû être furieuse. Non pas parce qu'il pensait que j'étais parti, mais parce qu'il ne semblait pas pressé de me trouver. Lorsque le détective a demandé des photos récentes, elle leur a donné la même image du champ de citrouille. Elle a probablement pleuré. Elle est douée pour ça. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je ne me cachais pas sous un rocher. J'observais tranquillement, attentivement, attendant de voir quel masque elle porterait ensuite. L'anxiété ne s'était pas seulement installée. Elle avait métastasé. Elle ne réalisait pas que je n'étais pas parti. J'avais brûlé la carte. La caméra l'a filmée sous le bon angle. Mascara qui coule, menton tremblant, une voix chevrotante qui se brisait parfaitement au bon moment. Si tu es là, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu nous manques. Tu me manques. C'est passé aux nouvelles de 18h un mardi tranquille. Pas de meurtre, pas de scandale au conseil scolaire, juste une mère locale suppliant pour le retour de son mari disparu. Musique de piano douce. Plan sur notre Porsche. Le carillon qu'elle avait toujours trouvé de mauvais goût. Soudainement un symbole de désir. Plan sur l'ours en peluche qu'elle avait posé à côté du pot de fleurs. Le même ours qu'elle avait autrefois qualifié de ramasse-poussière. Elle a joué le rôle de l'épouse abandonnée comme si elle auditionnait pour un ami. Et pendant 1 minute, ça a marché. Les gens ont commenté. Pauvre femme. Cet enfant a besoin de son père. J'espère qu'il est en sécurité. C'est déchirant. Mais voilà le problème avec le fait de faire semblant pour la caméra. Finalement, Internet remarque les fissures. Et Jenna. Elle n'a jamais su comment cacher ses coutures. En 48 heures, un subreddit est apparu. Quelqu'un a posté des captures d'écran de son Facebook datant de plusieurs mois. Photos de fête, selfies à la plage. Une où elle écrivait, si reconnaissante pour le soutien incroyable que j'ai dans ma vie. Trinqué, soirée entre filles bénies. Juste 2 semaines avant ma disparition. Aucune mention de moi. Aucune trace d'inquiétude. Un autre utilisateur a trouvé ses critiques sur Yelp. Des commentaires élogieux pour un hôtel à Palm Springs le même week-end où elle prétendait que nous nous retrouvions en famille. Une critique se démarquait. Elle écrivait, meilleur massage en couple que j'ai jamais eu. J'avais l'impression d'être la seule femme au monde. Un 3e utilisateur, clairement une sorte de limier numérique, a croisé les horodatages de ses publications sur les réseaux sociaux avec le dossier officiel de personnes disparues. Il ne correspondait pas. Le titre du fil de discussion disait tout, pourquoi un mari fidèle disparaîtrait-il, sauf s'il avait une raison. Les commentaires ont afflué. Quelque chose cloche. Elle cache quelque chose. Et s'il avait découvert quelque chose de dévastateur?
Et puis quelqu'un a lâché la bombe. Un compte Reddit jetable, pas de profil, pas d'historique. Une seule publication. Elle disait, demandez-lui qui est le père. En pièce jointe, une photo floue d'un imprimé de laboratoire. Mon nom, le nom de l'enfant, et une ligne surlignée en jaune, incompatible avec les marqueurs de paternité. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Certains pensaient que c'était un faux. D'autres ont commencé à relier les points. Cet hôtel à Palm Springs, connu pour ses retraites de cadres. Son lieu de travail, elle venait d'être promue. Le nouveau superviseur, divorcé, la quarantaine. Corps de gym. Soudain, l'image de la mère au cœur brisé a commencé à s'effriter. Une femme de notre ancien quartier a commenté sur un blog. Elle a toujours semblé bizarre, contrôlante, comme si tout devait tourner autour d'elle, même lui. Le récit s'est inversé presque du jour au lendemain. La sympathie s'est transformée en suspicion. Ses messages privés se sont remplis de venin. As-tu triché? Où est-il? As-tu menti à la police? Le gamin est-il vraiment le sien? Elle a rendu tous ses comptes privés, supprimé d'anciennes publications, effacé des photos, mais il était trop tard. Internet avait senti le sang. Et pourtant, elle n'avait aucune idée de l'endroit où j'étais. Mais je regardais tout. Tranquillement, attentivement. J'ai vu la conférence de presse où elle a versé une larme et murmuré, « Nous étions heureux. Nous avions nos routines. » Je ne comprends tout simplement pas, le détective à côté d'elle n'a même pas scié. Je connaissais ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui avait ses doutes mais ne pouvait pas le dire à voix haute. Pas encore. Elle a commencé à devenir nerveuse dans les interviews, sur la défensive. Je ne sais pas pourquoi les gens m'attaquent. Les réseaux sociaux sont toxiques. Aucune de ces personnes ne me connaît. Il s'agit de mon mari disparu. Pas de commérage. Mais les fissures s'étaient étendues sur le verre. Un blogueur a même écrit un article intitulé « Quand les victimes mentent, la disparition d'un mari et la machine à enquêter d'Internet ». Elle a essayé de reprendre le contrôle. A posté un selfie avec l'enfant. Légende, il veut juste que son papa rentre à la maison. S'il vous plaît, arrêtez de répandre des mensonges. Les commentaires ne lui ont pas pardonné. Un utilisateur a posté, alors dis-lui la vérité. Toute la vérité. Un autre a écrit, drôle, tu ne pleurais pas autant quand il était là. Et en dessous, quelqu'un a reposté la photo du laboratoire, plus nette cette fois, moins floue, clairement divulguée par quelqu'un ayant accès. Peut-être la clinique, peut-être un technicien, peut-être quelqu'un avec une conscience. Mais peu importait qui. Ce qui importait, c'est qu'elle n'avait plus le contrôle du récit. Elle était exposée, sur la défensive. Et pour la première fois, Jenna était vue pour ce qu'elle était. Pas une victime, pas une veuve, mais une femme qui avait construit sa maison de mensonges sur une fondation qu'elle pensait que personne ne vérifierait jamais. Et maintenant, le monde la regardait couler. Quand les gens fuient, ils laissent des schémas, des miettes de pain, des reçus, des signaux GPS, de petites empreintes numériques qui finissent par ramener à la maison. Sauf si elles n'ont jamais été laissées. Jenna a supposé que j'étais négligent, que sous le silence froid et l'acte de disparition, j'avais glissé quelque part, utilisé une carte de crédit, me suis connecté à un ancien email, renouvelé mon permis de conduire. N'importe quoi. Elle avait tort. Le détective privé qu'elle a engagé était un ancien de la police d'État. La cinquantaine, divorcé, 3 ex-femmes, un ventre plein de bourbon, et juste assez de ressentiment pour le rendre dangereux. J'imagine qu'elle l'a trouvé sur l'un de ses réseaux de chuchotement. Discret, efficace, cher. Son premier appel a été à notre ancienne banque. Impasse. Les comptes étaient devenus dormants. Intouchés depuis la semaine de ma disparition. Prochain arrêt, le service des immatriculations. Pas d'activité, pas de renouvellement, pas de mise à jour d'adresse. Mon permis de conduire n'était plus qu'un fantôme de plastique dans le système. Elle a essayé les registres de propriété. Rien à mon nom, pas même un box de stockage. Elle lui a donné de vieilles photos, des déclarations de revenus, des noms de parents. Toujours rien. Le détective a fait son rapport avec une mise à jour de 3 mots, il a disparu des radars. Ce qu'elle ne savait pas, et ce qu'il ne pourrait jamais deviner, c'est que j'avais passé la dernière année à me préparer pour cela,
bien avant que le test d'allergie ne déclenche le changement final. J'avais lentement vidé chaque compte joint, réacheminant les fonds à travers une chaîne de LLC que j'avais créée quand j'étais encore son mari aimant avec trop de temps libre. Une pour le conseil, une pour les services numériques, une purement comme une coquille vide pour attraper les virements mal dirigés. Tout était légal, tout était propre, tout était intraçable à moins de savoir où creuser. Je travaillais sous un nom différent maintenant. Rien d'exotique, juste d'Alarcaire, à temps partiel dans une case de métaux, à temps partiel concierge dans un entrepôt qui payait en espèces et ne demandait jamais de formulaire W2. Pendant mes heures libres, je reconstruisais des meubles pour un vétéran à la retraite qui me payait dans des enveloppes et fumait comme une cheminée. J'ai appris à souder, j'ai laissé pousser une barbe, je mangeais comme un fermier. Mon appartement était un 2 pièces sans internet et avec un téléphone à clapet prépayé qui ne quittait jamais le mode avion, sauf si je devais envoyer un texto au gars des boulots de soudure. Chaque matin, je me réveillais à 5h30. Café, sans sucre, sans crème, juste chaud et amer comme la vérité. Brique par brique, je me suis reconstruit en quelqu'un avec qui je pouvais supporter d'être seul. Et quelque part là-bas, Jenna se désagrégeait. Elle a fait une autre tentative auprès de ma mère. S'est présentée avec des fleurs cette fois, et l'enfant en remorque comme un accessoire. Ma mère a ouvert la porte, l'a regardé droit dans les yeux, et n'a même pas jeté un regard au garçon. « S'il vous plaît », a dit Jenna, adoptant cette voix douce et brisée qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens aient pitié d'elle. « Je veux juste parler, de femme à femme. » Ma mère est sortie, a tiré la porte à moitié fermée derrière elle. Elle a fixé Jenna comme si elle était quelque chose trouvé sous un réfrigérateur. « Je sais que vous savez quelque chose, » a plaidé Jenna. Il ne partirait pas comme ça. Pas pour toujours. Si, il le ferait, a dit ma mère, la voix basse. Et il l'a fait. Pourquoi? Ma mère s'est approchée d'un demi-pouce. Parce que tu as déchiré son âme et tu as souri en le faisant. Jenna a scié. Et il n'est plus ton mari, a terminé ma mère, et elle lui a claqué la porte au nez. Cette partie m'a fait rire quand elle me l'a raconté plus tard. Le clic du verrou. Le silence stupéfait sur le porche. Jenna debout là, tenant un triste bouquet de roses de supermarché fané. Le détective a finalement abandonné. Trop d'heures, trop d'impasses, pas assez de bruit numérique à poursuivre. Il lui a dit, « Madame, soit il est mort, soit il ne veut vraiment, vraiment pas être trouvé. » Elle a commencé à croire la première partie, mais elle n'était pas en deuil. Elle était furieuse. C'est la partie que les gens manquaient, parce que Jenna ne supportait pas de perdre le contrôle. Elle ne me voulait pas en retour parce qu'elle m'aimait. Elle me voulait en retour parce que j'avais pris une décision sans elle. Elle était la réalisatrice de chaque scénario et j'étais sorti du texte. Les médias avaient cessé d'appeler. Ses points de sympathie s'étaient taris. L'enfant, notre enfant commun, comme elle aimait le dire, grandissait, posait des questions, sentait les choses. Où est papa? Il voyage. Pourquoi on ne l'appelle pas? Parce qu'il est occupé. Chaque mensonge s'empilait sur le précédent, comme des briques pourries sur une maison creuse. Et quelque part, à 1200 miles de là, je ponçais le bord d'un banc cassé dans un garage ensoleillé, écoutant une cassette de vieux blues et regardant la poussière se déposer sur une vie que je ne regrettais plus d'avoir quittée. Elle avait heurté le mur, et chaque fois qu'elle se jetait contre lui, pensant qu'elle pourrait le briser, elle ne trouvait que le silence de l'autre côté. Non pas parce que je me cachais, mais parce que j'avais déjà commencé à construire la vie qu'elle n'avait jamais vue venir. Des années. C'est le temps qu'il a fallu pour que le monde arrête de chuchoter son nom. Assez longtemps pour que les ragots s'émoussent, pour que la sympathie pourrisse en quelque chose d'acide et d'oubliable. Jenna a déménagé, changé de travail, relooké ses réseaux sociaux avec des citations de bien-être et des photos de brunch pastel, comme si elle ne s'était jamais tenue devant des caméras pour mendier le retour d'un homme qu'elle avait discrètement détruit. Et puis un après-midi, elle a reçu un message d'un numéro qu'elle n'avait pas enregistré, mais qu'elle reconnaissait vaguement. C'était juste une photo, un scan de la dernière page de Mountain West Trail, un magazine de randonnée régionale que personne ne lit à moins d'avoir renoncé à la vie citadine et appris à prononcer « crampon ». Un groupe de bénévoles, des visages hirsutes et burinés par le soleil, tous posant devant un abri de sentier à moitié réparé dans le sud de l'Utah. En plein centre, un grand homme tenant un marteau de charpentier, portant un bandana gris et une polaire marine. Ce n'est pas le visage qui l'a frappé. La barbe était plus épaisse, la mâchoire plus large,
les yeux ombragés. C'était la posture, la façon dont les épaules se courbaient légèrement vers l'avant, l'inclinaison de la tête comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Ses pouces tremblaient alors qu'elle zoomait. Le message qui accompagnait la photo disait « C'est lui ?» Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Elle a acheté un billet ce soir-là. Salt Lake City, départ à 6h45. Il y a des gens qui cherchent à tourner la page parce qu'ils veulent la paix. Jenna l'a cherché parce qu'elle ne supportait pas le silence. Des années d'ignorance avaient rongé ses os. Elle ne voulait rien réparer. Elle voulait récupérer l'histoire entre ses mains. Mais je n'étais plus une histoire. J'étais redevenu un homme. Quand elle a atterri, elle a loué une Jeep, toujours en surcompensation, et a conduit 4 heures vers le sud dans les broussailles. Le point de départ du sentier était indiqué dans la légende du magazine « Équipe de restauration à Big Elk Bluff », dirigée par le bénévole Dal Harker. Elle a cherché le nom sur Google, n'a rien trouvé. Pas de Facebook, pas de LinkedIn, pas de liste de mariage. Mais elle savait que le nom n'avait pas d'importance. Les traits de mon visage avaient changé, mais pas son poids. Elle s'est garée sur le parking poussiéreux près de l'entrée du sentier, juste après midi. Ses mains agrippaient le volant comme s'il lui devait des réponses. Elle a vu des randonneurs au loin descendre par paire. Aucun ne me ressemblait, alors elle a attendu. Et c'est là que je suis sorti de la lisière des arbres, chapeau bas, barbe épaisse, couteau de sculpture à la ceinture, le genre d'homme que vous éviteriez à une station-service si vous étiez dans la mauvaise partie du pays. Elle s'est figée, les lèvres entr'ouvertes. Elle est sortie de la Jeep et s'est tenue près du capot, les mains agitées comme si elle ne savait pas quoi en faire. « James » a-t-elle dit, à peine un murmure. Je n'ai pas tressailli. J'ai continué à marcher. Elle a fait un pas en avant. « James, c'est moi. » Je me suis arrêté, je l'ai regardé assez longtemps pour que ses genoux fléchissent un peu, parce que quel que soit l'espoir qu'elle avait transporté sur ce vol, quel que soit le fantasme qu'elle avait nourri pendant 4 ans de retrouvailles en larmes et de seconde chance, il est mort là. Sur ce parking de gravier. L'homme en face d'elle n'était pas son mari. Plus maintenant. C'était quelqu'un de plus dur, de plus aiguisé, usé dans tous les endroits qu'elle n'avait jamais touchés. Elle s'est approchée. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu. Je ne savais pas, j'ai incliné la tête. À propos de quoi? Elle a scié. Le test. Je ne. Il m'a dit. Je pensais. J'ai levé la main pour l'arrêter. Tu pensais beaucoup de choses. Le silence s'est étiré entre nous. Elle a fixé la cicatrice sur ma main. Celle que je m'étais faite en travaillant avec une ponceuse à bande au début. Tu as l'air différent, a-t-elle dit finalement. J'ai souri sans chaleur. Je le suis. Derrière nous, le reste des bénévoles déchargeaient du matériel. Quelqu'un a appelé, Dal, on a besoin de toi sur le mur ouest. J'ai hoché la tête, sans rompre le contact visuel, et je lui ai dit, j'ai du travail. Attends, a-t-elle dit en s'avançant. S'il te plaît, juste 5 minutes. Un café. N'importe quoi. J'ai réfléchi, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je voulais qu'elle entende ce qui allait suivre. J'ai montré le petit abri plus haut sur le sentier. On fait une pause déjeuner à 14 heures. Tu peux t'asseoir, tu peux parler, mais tu n'as plus le droit d'exiger quoi que ce soit. Elle a hoché la tête rapidement, comme une femme qui se noie à qui on tend une corde sans se rendre compte qu'elle est attachée à une ancre. En m'éloignant, je ne me suis pas retourné. Elle pensait être proche, mais elle n'avait aucune idée de la distance qui la séparait encore. L'abri était perché au bord d'une crête rocheuse, à 3000 pieds au-dessus de la route pavée la plus proche, là où les tours de téléphonie cellulaire abandonnaient et où l'air piquait le pain et la vieille fumée. Ce n'était pas un endroit pour les sentiments. C'était un endroit pour le travail, brut, calleux et silencieux. J'aimais ça. Ici, les gens gardaient la voix basse et les yeux rivés vers l'avant. Ils transportaient ce dont ils avaient besoin et laissaient le reste derrière eux. Elle n'avait rien à faire ici, mais elle était là, debout à la lisière des arbres, me regardant balayer les débris du chemin comme si le passé ne l'avait pas suivi jusqu'en haut de la montagne. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas fait de pause pour demander pourquoi elle était venue ou comment elle m'avait trouvé. Je balayais méthodiquement de gauche à droite, un mouvement à la fois. Je pouvais sentir sa présence comme une fièvre dans mon dos. Finalement,
Quand la dernière aiguille de pin a disparu et que la poussière est retombée, j'ai appuyé le balai contre le hangar, j'ai enlevé mes gants et je me suis retourné. Elle était à 3 mètres, les bras enroulés autour d'elle comme pour se protéger du vent ou de moi. Sa voix s'est brisée avant même de m'atteindre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Je l'ai fixé, ni cruellement, ni gentiment, juste platement. « Parce que la vérité n'était pas à moi de la révéler, ai-je dit. Tu l'as enterrée. » J'ai juste lu la pierre tombale. Elle a fait un pas en avant et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me toucher. Au lieu de ça, ses mains pendaient inutiles à ses côtés, les poings desserrés, les paumes exposées. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je le jure, James, je ne savais pas. Il m'a dit que c'était une fausse alerte, que ça ne signifiait rien, que c'était une erreur de laboratoire. J'ai incliné la tête. Quel mensonge crois-tu aujourd'hui? Des larmes ont rempli ses yeux. Vrai cette fois. Pas le genre performatif qu'elle pleurait pour les caméras ou les likes. Celle-ci était plus lourde, peut-être même honnête. J'avais peur, a-t-elle dit. Je pensais que si je te le disais, tu partirais. Je l'ai fait. Elle a tressailli violemment, comme si je l'avais giflée. Je suis passé devant elle en direction de la crête où la vue s'ouvrait et où le vent rendait tout propre. Elle a suivi. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, a-t-elle dit derrière moi. Je ne l'ai pas planifié. J'étais fatigué, seul. Tu travaillais toujours enterré dans ta tête. Je me suis retourné pour lui faire face. Tu m'as trompé, ai-je dit, calmement et simplement. Puis tu m'as menti. Puis tu m'as laissé élever un enfant qui n'était pas le mien parce que c'était plus facile que d'assumer ce que tu avais fait. Et quand je l'ai découvert, quand l'infirmière a dit ces mots à voix haute, tu n'as même pas remarqué. Tu m'as embrassé pour me dire bonne nuit. Sa lèvre a tremblé. J'allais te le dire, un jour. Tu n'allais jamais me le dire, ai-je dit. Tu allais chevaucher le mensonge jusqu'à ce qu'il s'écrase ou qu'il devienne assez vieux pour disparaître de lui-même. Elle s'est effondrée alors, pas gracieusement. Pas avec dignité. Elle est tombée à genoux dans le gravier, les paumes éraflées sur la roche, sanglotant si fort que le vent lui-même semblait se taire. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas agenouillé. Je n'ai pas offert de réconfort. Je l'ai laissée pleurer. Quand elle s'est enfin ressaisie, elle s'est assise sur un banc sous l'auvent de l'abri. Mascara coulant, doigts saignant légèrement de la chute. Elle a levé les yeux vers moi comme si j'avais encore quelque chose à donner. J'ai essayé de réparer les choses, a-t-elle dit. Je suis en thérapie. J'ai quitté mon travail. Je ne lui parle même plus. C'est bien, ai-je dit. Mais je ne suis pas la récompense au bout de ta guérison. Elle m'a regardé fixement. Je t'aime encore. J'ai laissé le silence lui répondre. L'amour est un mot que les gens comme elle utilisent quand ils veulent rembobiner sans conséquence. Quand ils veulent que vous vous souveniez de ce que les choses étaient, pas de ce qu'elles étaient réellement. Mais je me souvenais de tout. La façon dont elle mentait sans ciller. La façon dont elle manipulait avec un sourire. La façon dont elle dormait à côté de moi, sachant pertinemment qu'elle avait fait exploser les fondations de nos vies et attendait juste de voir si je remarquerais la fumée. Cet endroit, ai-je dit finalement, en désignant les outils, la crête, les poutres à moitié finies. Ce n'est pas juste un abri. C'est ma vie maintenant. Construite à partir de zéro, brique par brique. Sans elle. Je ne parlais pas d'elle comme Jenna. Je parlais d'elle comme la version de moi-même que j'étais quand j'étais avec elle. Cet homme, la version dévouée, pleine d'espoir, aveugle, était mort depuis longtemps. Et à sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus dur, de plus silencieux. Elle s'est levée, lentement, avec hésitation. Et maintenant? J'ai croisé son regard. Maintenant, tu pars. Tu ne veux pas le voir, a-t-elle demandé. Et je savais qu'elle parlait du garçon. La question était suspendue comme un hameçon entre nous, mais je n'ai pas mordu. Au lieu de cela, j'ai dit, tu es venu ici pour le pardon. Ce n'est pas quelque chose que je te dois. Tu as enterré la vérité, et j'ai enterré l'homme qui s'en serait soucié. Elle s'est retournée, s'essuyant le visage avec sa manche, son corps plus petit en quelque sorte. Et puis elle est repartie par où elle était venue. Pas de supplication, pas de promesse, juste le vent et le gravier. La crête n'a jamais fait écho au pas, mais j'entendais chacun des siens comme le tonnerre.
Elle est apparue au bord du campement juste avant le coucher du soleil. Ses cheveux tirés en arrière, comme si elle essayait de rétablir l'ordre, comme si en paraissant assez composée, les 4 dernières années se replieraient en quelque chose de gérable. Elle a attendu que les autres soient partis, que le cliquetis des ustensiles de cuisine et le scintillement des lanternes cèdent la place à ce silence de fin de soirée qu'on ne trouve qu'en montagne. J'ai trouvé un restaurant, dit-elle d'une petite voix, à 15 minutes en bas de la route. Ils sont ouverts tard. Je veux juste un café, s'il te plaît. Je la regardai un long moment, puis je hochai la tête. D'accord, mais nous ne serons pas seuls. L'expression perplexe sur son visage eut à peine le temps de s'installer avant que j'ajoute, mon avocat se joindra à nous. Elle sia, la lueur de contrôle s'évanouissant à nouveau. Tu as amené un avocat ici? Non, dis-je. Il est du coin, comme moi. Nous avons conduit en silence. Le genre de silence où elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil, comme si elle attendait que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. La vérité, c'est que je n'étais pas en colère. La colère est bruyante. J'étais méthodique, une chose qu'elle n'avait toujours pas appris à craindre. Le restaurant était une boîte usée avec une enseigne ouverte clignotante et une odeur de café brûlé incrustée dans le papier peint. Elle se glissa dans la banquette en face de moi, ses mains agrippant déjà la tasse en céramique ébréchée que la serveuse déposa sans un mot. Quelques minutes plus tard, mon avocat entra. La soixantaine, veste en velours côtelé, barbe argentée, le genre d'homme qui lit chaque ligne 2 fois et n'élève jamais la voix parce qu'il sait que ses mots sont des balles. Elle nous regarda, confuse. Qu'est-ce que c'est? Mon avocat posa un dossier manille sur la table comme on pose une pièce sur l'échiquier pour un mat en 5 coups. Il y a 5 ans, dit-il en l'ouvrant, Monsieur Langston a demandé le divorce dans l'État du Wyoming. La demande citait l'infidélité comme motif. Conformément à la loi de l'État, l'intimé doit être notifié. La notification a été exécutée par publication et affidavit certifié. Elle sia. Tu as demandé le divorce sans me le dire? Non, dis-je. Je te l'ai dit. Tu n'as juste pas lu les petits caractères. De quoi parles-tu? L'avocat fit glisser une seule page sur la table. Son nom était en haut. Sa signature en bas. La date, 2 mois avant ma disparition. Sa main tremblait en lisant. Ça vient de ce dossier de refinancement. Celui que tu as dit être pour l'hypothèque. Je sirotai mon café. C'était le cas, dis-je, mais enfouie dans l'addendum se trouvait une clause qui stipulait, en cas de dissolution liée à une infidélité, la partie signataire renonce à tous les droits sur les biens matrimoniaux détenus dans le trust commun. Ses yeux parcoururent le paragraphe. Le cœur battant dans sa gorge maintenant. Mais ce n'est pas légal. Je ne savais pas ce que je signais. Mon avocat haussa un sourcil. Vous avez paraphé chaque page. Nous l'avons fait notarier, et votre nom était sur l'acte. Votre participation a été documentée. Elle déglutit. Mais nous n'avons jamais divorcé. Si, dis-je, me penchant juste assez pour qu'elle voie la vérité sur mon visage. Tu n'as juste pas été assigné. Pas directement. Le tribunal a approuvé la notification par publication après l'échec de 3 tentatives. Tu as ignoré 2 lettres recommandées. Ton avocat de l'époque n'a pas répondu. Elle était pâle maintenant, comme si le sang s'était retiré d'elle à la mention de son avocat, un avocat à qui je savais qu'elle n'avait pas parlé depuis des années. Le même avocat qu'elle avait engagé pendant sa liaison pour discuter des options au cas où je découvrirais un jour. Ce qui signifie, continuai-je, que tu n'as aucun droit légal sur quoi que ce soit. Ni la maison, ni les comptes de retraite, ni le trust. Rien. La serveuse passa et remplit sa tasse sans demander. Jenna ne sia même pas, tu m'as piégé, murmura-t-elle. Non, dis-je. J'ai planifié à l'avance parce que je savais qu'un jour la vérité ferait surface. Je ne savais juste pas quand. Alors, je me suis donné une assurance. Elle fixa à nouveau le papier comme si elle pouvait effacer l'encre par la seule force de sa volonté. Ça ne peut pas être réel. Tu ne peux pas simplement m'effacer. Je me penchai en arrière. Je ne t'ai pas effacé, Jenna. Tu as signé ta propre sortie au moment où tu as décidé que l'honnêteté était facultative. Sa lèvre trembla. Et notre fils? Je ne dis rien, parce que même maintenant, même après tout, elle l'appelait toujours notre.
Comme si la biologie pouvait être recouverte de sentiments. Comme si la trahison pouvait être annulée par une culpabilité rétroactive. Elle plia le papier, puis le déplia, les mains tremblantes, les yeux cherchant des failles comme elle l'avait toujours fait. Mais il n'y en avait plus. J'avais fermé toutes les portes avant même de sortir de cette maison. Et c'est là qu'elle s'est effondrée. Pas physiquement, pas dramatiquement, mais intérieurement. L'effondrement que l'on ressent lorsque la performance est terminée. Et qu'il n'y a pas de rappel. Ses épaules s'affaissèrent. Ses yeux perdirent leur concentration. Les doigts qui pointaient autrefois la faute sur tout le monde restaient là, inutiles. Je la laissai s'asseoir dedans. Le goût amer de la conséquence. Elle pensait avoir le temps. Le temps de tourner le récit. Le temps de réparer l'image. Le temps de me ramener avec des larmes et des confessions. Mais le temps n'était plus à elle. Il était à moi. Ça a commencé modestement. Un podcast de niche, enterré quelque part entre le true crime et l'autonomie. Animé par deux anciens militaires qui échangeaient des histoires de SSPT et des critiques de matériel de survie contre des confessions nocturnes sur des vies brisées. Leur créneau était les hommes qui disparaissaient. Pas des criminels, pas des fugitifs, juste des hommes qui, un jour, ont décidé de partir. L'un d'eux avait lu un fil de discussion Reddit à mon sujet. Une de ces théories du complot en papier d'aluminium, enveloppée de demi-vérités et de suppositions émotionnelles. Un homme a disparu après avoir découvert que l'enfant n'était pas le sien. La femme a prétendu à l'abandon. Internet a découvert pourquoi. Ils ont envoyé un message via une boîte de réception factice que j'utilisais pour observer tranquillement le monde pourrir. Nous aimerions enregistrer un court segment. Pas de nom, pas de pression, juste votre version dans vos mots. Au début, j'ai ignoré. Mais un matin, alors que je regardais la neige tomber dehors de la cabane où je vivais maintenant, un endroit si isolé que les étoiles semblaient jalouses, j'ai ouvert le micro, je suis resté en silence pendant 20 minutes complètes avant de dire un mot. Puis j'ai enregistré. Je ne suis pas parti parce que j'étais faible. Je suis parti parce que le silence est plus fort que les cris. Parce qu'au moment où j'ai appris la vérité, j'ai su qu'aucune conversation, aucune excuse ne pourrait réparer ce qu'elle avait brisé. Parfois. Un homme ne part pas pour se cacher. Il part pour se reconstruire tranquillement, jusqu'à ce qu'ils ne doivent plus rien à personne. C'était tout. Ils l'ont diffusé sous le titre « Fantôme par dessein, la sortie silencieuse d'un mari ». Ça durait 7 minutes. Enterré à la fin d'un épisode sur les hommes post-divorce vivant dans des vents. Et pourtant, les gens l'ont trouvé. Ils l'ont ressenti. Ça s'est répandu tranquillement, comme le givre rampant sur une vitre. D'abord sur Twitter, puis sur des serveurs Discord, puis sur TikTok, où quelqu'un l'a doublé sur des images d'une balançoire vide et d'un train quittant une gare. Les vues ont explosé. Des hommes l'ont partagé dans des discussions de groupe avec des légendes comme « ça résonne trop fort ». Des femmes l'ont partagé avec des émojis de feu et « putain, il est vraiment parti ». Même les thérapeutes ont commencé à le citer, point jusqu'à ce qu'ils ne doivent plus rien à personne. Ça a atteint le radar de Jenna en quelques jours. Sa boîte de réception s'est illuminée. Des inconnus lui ont envoyé des messages privés. C'était à propos de toi. Tu as menti à cet homme et ensuite tu as pleuré à la télé. Pas étonnant qu'il soit parti. Tu as élevé un enfant sur un mensonge et tu t'attendais à des applaudissements. Elle a essayé de nier. Non, ce n'est pas mon mari. Ma situation est privée. Mais Internet se fiche de la vie privée. D'anciennes captures d'écran ont refait surface. Les résultats de paternité divulgués. Sa campagne de photos, tu me manques. Un arrêt sur image floue de cette interview télévisée où elle pleurait sans une seule larme. Un commentaire disait, tu as utilisé la sympathie comme une arme. Il a utilisé le silence. Il a gagné. Et elle l'a senti. Lentement, sans pitié. Le retournement public. Les gens ont arrêté de la défendre. Même ses propres amis, celles qui postaient « Je prie pour votre famille », sont devenues silencieuses. Ces publications sur le bien-être ont commencé à recevoir des commentaires comme « Drôle de voir à quoi ressemble la guérison quand plus personne n'y croit. Tu vas mentir à tes abonnés comme tu as menti à ton mari aussi ?» Elle a désactivé les commentaires, puis supprimé d'anciennes photos, puis rendu son compte privé. Mais le mal n'était pas numérique. Il était interne, car pour la première fois,
elle n'avait plus le contrôle de l'histoire. C'était moi. Et je n'avais même pas dit son nom. Je n'ai jamais mentionné où nous vivions. Je n'ai pas décrit ses cheveux, son travail ou la ville. Et pourtant, tout le monde savait, parce que la vérité n'a pas besoin de détails. Elle a juste besoin de poids. Et le poids de mon silence l'a écrasé plus fort que n'importe quelle accusation publique n'aurait jamais pu le faire. Elle a tenté une dernière prière désespérée, une publication sur une page Facebook communautaire. À ceux qui supposent des choses, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mon histoire. Quelqu'un a commenté en dessous. Nous n'en avions pas besoin. Il l'a raconté sans un mot. Sa réponse a été supprimée en quelques minutes, mais le fil de discussion a survécu. Capturé, partagé, immortalisé. Le monde n'a pas seulement vu ce qu'elle a fait. Ils ont vu ce que je n'ai pas fait. Pas de cris, pas de spectacle de vengeance, pas de livre de révélation, juste une voix calme sur un podcast oublié, expliquant ce que signifie disparaître selon ses propres termes. Elle était assise seule dans son appartement, sur notre ancien canapé, l'enfant endormi dans la pièce voisine, et faisait défiler un millier de rappels que je ne reviendrai pas. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'étais devenu intouchable. Et il n'y a pas de panique plus forte que de réaliser que l'homme que vous avez trahi n'est plus en colère. Il est simplement parti. C'était au début de l'automne quand elle est revenue. Pas d'annonce, pas de mail, pas de message vocal laissé dans les heures statiques de la nuit. Elle est juste apparue. Une Toyota argentée garée de travers sur le bord du gravier du point de départ du sentier. De la poussière sur le capot. Des feuilles prises dans les essuie-glaces. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Elle est sortie lentement, les cheveux attachés. Des mèches grises chassaient maintenant l'or. Pas de maquillage, pas de performance, juste le poids du temps drapé sur ses épaules comme un manteau qu'elle n'avait pas demandé. La portière passager ne s'est pas ouverte tout de suite. Puis elle l'a fait, juste une fente. J'ai aperçu un adolescent. Capuche baissée, tête basse. Elle s'est avancée, prudente, comme quelqu'un qui savait que ce n'était plus son terrain. Il n'y avait pas de journaliste, pas de micro, pas de théâtre public, juste des aiguilles de pin sous les pieds et cette immobilité montagnarde acérée qui vous fait parler plus doucement sans savoir pourquoi. Quand elle m'a atteint, elle n'a pas pleuré. Cette partie d'elle était finie. Au lieu de cela, elle est restée là, les mains jointes devant elle comme un enfant demandant un pardon qu'il ne comprenait pas entièrement. Il voulait voir où tu vis, dit-elle en hochant légèrement la tête vers la voiture. Je ne lui ai pas répondu. Je ne lui ai pas dit qui tu étais. Pas au début. J'ai juste dit que tu étais quelqu'un d'important pour moi. Mais ensuite le podcast, les vidéos, les commentaires. Il a commencé à faire le lien. Il est intelligent. Tu serais fier. Je n'ai toujours rien dit. J'ai fait des erreurs, ajouta-t-elle. Mais je pensais que peut-être, juste peut-être, si tu le voyais, s'il te voyait, tu pourrais. Elle laissa la phrase mourir. Il était inutile de la finir. Puis elle leva les yeux vers moi, me regarda vraiment, dans mon visage, dans mon silence, et murmura, « Reviendras-tu un jour ?» Je l'ai étudié, les rides de son visage, l'absence de chaleur dans ses yeux. Pas de colère, pas d'amour, juste de l'érosion, comme si la vie l'avait usé grain par grain. Puis j'ai regardé le gamin dans la voiture, son visage partiellement visible maintenant, nous observant. Il avait ma posture, mais pas mon sang. Il avait mes habitudes, le regard calme, l'immobilité, mais rien de mon nom. J'ai fait quelques pas vers la voiture, assez près pour qu'il voie clairement mon visage. Sa main s'est déplacée vers la poignée de la portière, incertaine. Ses yeux ont scruté les miens pour quelque chose. De la reconnaissance peut-être, ou une permission. Je me suis retourné vers elle et doucement, j'ai dit, « Je n'ai jamais été celui qui est parti. » Son souffle se coupa, juste une fois. Pas de sanglots, pas d'effondrement grandiose, juste le silence. Profond, honnête. Elle hocha la tête, et pour la première fois de sa vie, Jenna n'a pas argumenté. Alors que je me retournais et commençais à remarcher vers la crête, j'ai entendu la portière de la voiture grincer derrière moi. Des pas plus légers que les siens. Hésitant. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin, car je savais que quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit la décision de ce garçon, qui qu'il devienne, ma part dans son histoire n'était pas construite sur des mensonges.
Elle était construite sur l'absence. Et parfois, l'absence est plus éloquente que n'importe quelle parole. Les arbres m'ont ravalé dans le sentier. Et quelque part derrière moi, un garçon se tenait immobile, regardant un homme s'éloigner. Pas dans la rage, pas dans la défaite, mais dans un silence gagné à la dure. C'était la dernière question. Et mon héritage, ce n'était pas ce que je lui avais pris. C'était ce qu'elle ne pourrait jamais me prendre.